tous. Aujourd'hui, c'est lundi et qui dit lundi dit l'être de mon moulin. Alors, je vais vous en lire une. L'agonie de la sémillante. Puisque le mistral de l'autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée et sur laquelle le hasard m'a fourni des renseignements fort curieux. Il y a 2 ou 3 ans de cela, je courais la mer de Sardaigne en compagnie de 7 ou 8 matelots douaniers. Rude voyage pour un novice. De tout le mois de mars, nous n'eûmes pas un jour de bon. Le vent d'est s'était acharné après nous, et la mer ne décolérait pas. Un soir que nous fuyions devant la tempête, notre bateau vint se réfugier à l'entrée du détroit de Bonifacio, au milieu d'un massif de petites îles. Leur aspect n'avait rien d'engageant. Grands rocs pelés, couverts d'oiseaux, quelques touffes d'absinthe, des maquis de lentisques, et çà et là dans la vase, des pièces de bois en train de pourrir. Mais ma foi, pour passer la nuit, ces roches sinistres valaient mieux encore que le rouf d'une vieille barque à demi pontée, où la lame entrait comme chez elle, et nous nous en contentâmes. À peine débarqués, tandis que les matelots allumaient du feu pour la bouillabaisse, le patron m'appela et me montrant un petit enclos de maçonnerie blanche perdu dans la brume au bout de l'île. Venez-vous au cimetière, me dit-il. Un cimetière, patron Lionetti. Où sommes-nous donc? Aux îles Lavezzi, monsieur. C'est ici que sont enterrés les 600 hommes de la sémillante, à l'endroit même où leur frégate s'est perdue, il y a 10 ans. Pauvres gens, ils ne reçoivent pas beaucoup de visites. C'est bien le moins que nous allions leur dire bonjour, puisque nous voilà. De tout cœur, patron, qu'il était triste le cimetière de la sémillante. Je le vois encore avec sa petite muraille basse, sa porte de fer rouillée, dure à ouvrir, sa chapelle mystérieuse, sa chapelle silencieuse et des centaines de croix noires cachées par l'herbe. Pas une couronne d'immortels, pas un souvenir, rien. Ah, les pauvres morts abandonnés, comme ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard. Nous restâmes là un moment agenouillés. Le patron priait à haute voix. D'énormes goélands, seuls gardiens du cimetière, tournoyaient sur nos têtes et mêlaient leurs cris rauques aux lamentations de la mer. La prière finie, nous revînmes tristement vers le coin de l'île où la barque était amarrée. En notre absence, les matelots n'avaient pas perdu leur temps. Nous trouvâmes un grand feu flambant à l'abri d'une roche et la marmite qui fumait. On s'assit en rond, les pieds à la flamme, et bientôt chacun eut sur ses genoux, dans une écuelle de terre rouge, 2 tranches de pain noir arrosées largement. Le repas fut silencieux, nous étions mouillés, nous avions faim,
et puis le voisinage du cimetière. Pourtant, quand les écuelles furent vidées, on alluma les pipes et on se mit à causer un peu. Naturellement, on parlait de la sémillante. Mais enfin, comment la chose s'est-elle passée, demandai-je au patron qui, la tête dans ses mains, regardait la flamme d'un air passif. Comment la chose s'est passée, me répondit le bon Lionetti avec un gros soupir. Hélas, monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c'est que la sémillante, chargée de troupes pour la Crimée, était partie de Toulon la veille au soir avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore, du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l'avait jamais vue. Le matin, le vent tomba un peu, mais la mer était toujours dans tous ses états. Et avec cela une sacrée brume du diable à ne pas distinguer un fanal à 4 pas. Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c'est traître. Ça ne fait rien. J'ai l'idée que la sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée, car il n'y a pas de brume qui tienne. Sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s'aplatir ici contre. C'était un rude marin que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant 3 ans et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sais pas autre chose. Et à quelle heure pense-t-on que la sémillante a péri? Ce doit être à midi. Oui, monsieur, en plein midi. Mais dame, avec la brume de mer, ce midi-là ne valait guère mieux qu'une nuit noire comme la gueule d'un loup. Un douanier de la côte m'a raconté que ce jour-là, vers 11h30, étant sorti de sa maisonnette pour attacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d'un coup de vent et, qu'au risque d'être enlevé lui-même par la lame, il s'était mis à courir après le long du rivage à 4 pattes. Vous comprenez, les douaniers ne sont pas riches et une casquette, ça coûte cher. Or, il paraîtrait qu'à un moment notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toile qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite que le douanier n'eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c'était la sémillante, puisqu'une demi-heure après, le berger des îles a entendu sur ces roches. Mais précisément, voici le berger dont je vous parle, monsieur. Il va vous conter la chose lui-même. Bonjour, Palombo. Viens te chauffer un peu, n'aie pas peur. Un homme encapuchonné que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j'avais pris pour quelqu'un de l'équipage, car j'ignorais qu'il y eût un berger dans l'île, s'approcha de nous craintivement. C'était un vieux lépreux, aux 3/4 idiot, atteint de je ne sais quelle scorbutique qui lui faisait de grosses lèvres lippues, horribles à voir. On lui expliqua à grand-peine de quoi il s'agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu'en effet, le jour en question vers midi, il entendit de sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l'île était toute couverte d'eau, il n'avait pas pu sortir et ce fut le lendemain seulement qu'en ouvrant sa porte, il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s'était enfui en courant vers sa barque pour aller à Bonifacio chercher du monde. Fatigué d'en avoir tant dit, le berger s'assit et le patron reprit la parole. « Oui, monsieur, c'est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur. Et de l'affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu'il y avait de quoi. Figurez-vous, 600 cadavres en tas, sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois
et les lambeaux de toile. Pauvre sémillante, la mer l'avait broyée du coup, et si bien mise en miettes, que dans tous ces débris le berger Palombo n'a trouvé qu'à grand-peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte. Quant aux hommes presque tous défigurés, mutilés affreusement, c'était pitié de les voir accrochés les uns aux autres par grappes. Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l'aumônier de son étole au cou, dans un coin entre deux roches, un petit mousse, les yeux ouverts. On aurait cru qu'il vivait encore, mais non. Il était dit que pas un n'en échapperait. Ici le patron s'interrompit. « Attention, Nardi !» s'écria-t-il, « le feu s'éteint. » Nardi jeta sur la braise 2 ou 3 morceaux de planches goudronnées qui s'enflammèrent et Lionetti continua. « Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici. 3 semaines avant le sinistre, une petite corvette qui allait en Crimée comme la sémillante avait fait le naufrage de la même façon, presque au même endroit. Seulement cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l'équipage et 20 soldats du train qui se trouvait à bord. Ces pauvres tringlots n'étaient pas à leur affaire, vous pensez. On les emmena à Bonifacio et nous les gardâmes pendant 2 jours avec nous à la marine. Une fois bien secs et remis sur pied. Bonsoir, bonne chance. Ils retournèrent à Toulon où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée. Devinez sur quel navire? Sur la Sémillante, monsieur. Nous les avons retrouvés tous les 20, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes. Je relevais moi-même un joli brigadier à fine moustache, un blondin de Paris, que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires. De le voir là, ça me crevait le cœur. Ah, Santa Madre! Là-dessus, le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit. Pendant quelque temps encore, les matelots causèrent entre eux à demi-voix. Puis, l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent, on ne parla plus. Le vieux berger s'en alla et je restai seul à rêver au milieu de l'équipage endormi. Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'ai essayé de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m'avaient frappé: le capitaine en grand costume, l'étole de l'aumônier, les 20 soldats du train, m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame. Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit. Elle sort du port. La mer est mauvaise, le vent terrible, mais on a pour capitaine un vaillant marin et tout le monde est tranquille à bord. Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entrepont où les soldats sont renfermés, il fait noir, l'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leurs sacs. Le navire tangue horriblement. Impossible de se tenir debout. On cause assis à terre par groupe, en se cramponnant au banc. Il faut crier pour s'entendre. Il y en a qui commencent à avoir peur. Écoutez donc, les naufrages sont fréquents dans ces parages-ci. Les tringlots sont là pour le dire, et ce qu'ils racontent n'est pas rassurant. Leur brigadier surtout, un Parisien qui blague toujours, vous donne la chair de poule avec ses plaisanteries. Un naufrage, mais c'est très amusant un naufrage, nous en serons quittes pour un bon bain à la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio histoire de manger des merles chez le patron Lionetti, et les tringlots de rire. Tout d'un coup un craquement, qu'est-ce que c'est? Qu'arrive-t-il?
Le gouvernail vient de partir, dit un matelot tout mouillé qui traverse l'entrepont en courant. Bon voyage, crie cet enragé de brigadier, mais cela ne fait plus rire personne. Grand tumulte sur le pont, la brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent, effrayés, à tâtons. Plus de gouvernail, la manœuvre est impossible. La sémillante en dérive, file comme le vent. C'est à ce moment que le douanier la voit passer. Il est 11h30. À l'avant de la frégate, on entend comme un coup de canon. Les brisants, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. On va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette, en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir. Dans l'entrepont, les soldats anxieux se regardent sans rien dire. Les malades essaient de se redresser. Le petit brigadier ne rit plus. C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole. À genoux, mes enfants. Tout le monde obéit d'une voix retentissante. Le prêtre commence la prière des agonisants. Soudain, un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés, où la vision de la mort passe comme un éclair. Miséricorde! C'est ainsi que je passais toute la nuit à rêver, évoquant à 10 ans de distance l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient. Au loin dans le détroit, la tempête faisait rage. La flamme du bivouac se courbait sous la rafale, et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette lettre de mon moulin du lundi. J'espère que vous allez bien les amis, que ce chuchotement, que cette vidéo vous aura détendu, relaxé, peut-être endormi, qui sait. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous souhaite une bonne journée peut-être, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous les amis. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci d'être toujours fidèle à mes vidéos.